Bonjour, eh bien, merci Salim, merci à tous. Euh, je m'appelle Pascal Mélin, je suis président de SOS Hépatite Fédération et, nationale des maladies du foie. C'est une grande fierté pour moi d'être là pour cette quatrième édition. Chaque année, c'est un pari gagnant et le défi, c'est déjà de faire le défi pour nous. Euh, je vais essayer d'être rapide et de laisser le maximum de paroles, on s'est donné 1 heure. Je vous remercie au nom de la Dream Team de l'organisation, Céline Sicout qui est la directrice, Génia qui est aux manettes, qui est du côté de la technique, et puis les organisateurs, Juliette, Mathilde, Thomas, qui vont nous aider pendant les 4 semaines. Pourquoi je suis fier en tant que président d'SOS Hépatite? Parce que, je vais dire ça comme ça, on parle beaucoup du sucre, des sucres ajoutés, car on rappellera jamais assez qu'il faut du sucre pour vivre, contrairement au tabac ou à l'alcool, et qu'on ne peut pas supprimer le sucre de notre alimentation. Donc c'est beaucoup plus difficile de le traquer et de le trouver en trop grande quantité. Euh, Vous savez toutes et tous probablement maintenant qu'il y a des maladies du foie qui sont liées à l'excès de sucre, l'excès de graisse, c'est ce qu'on appelle le foie gras, qui tire son nom d'un peu bizarre. On parle de foie gras et on traque le sucre. Et on vous expliquera tout ça au long de cette semaine. Cette année, pour la quatrième édition, on va vous présenter des changements. On a voulu aussi faire des semaines à thème. La première semaine sera sur le sucre, euh, parce que c'est la semaine de la santé, mais c'est aussi la semaine du dépistage du diabète. On parlera après de la MASH, donc de cette accumulation pour le foie. On parlera d'une semaine aussi des maladies cardiovasculaires et puis on finira avec la santé mentale parce que ça peut avoir un trouble sur la santé mentale et les addictions, car il y a des addictions au sucre et le sucre peut être responsable de troubles psychiques. Donc ça va être passionnant. Donc on a voulu rebondir comme ça tout au long de la semaine. C'est passionnant pour moi en tant que médecin et en tant que président des SOS Hépatite. Pourquoi? Parce qu'on dénonce que le sucre peut être toxique pour le foie, qui peut donner des maladies. Mais à un moment, on s'est dit, entre les copains qu'on est là, on ne peut pas se contenter de dénoncer sans faire de propositions. Eh ben, avec pas grand-chose et 3 bouts de ficelle, on a décidé de dire on va pendant un mois essayer d'expliquer aux gens comment on peut faire attention au sucre ajouté et comment on peut faire les choses. Donc c'est vraiment, pour SOS Hépatite, passer de la revendication à l'expérimentation et faire un défi collectif avec une expérience individuel et un bénéfice individuel est proposé à chacun de modifier ses comportements de consommation, de réfléchir sur la consommation de sucre. Et ça, c'est passionnant. C'est avoir une association de malades qui passe à l'action et ne se contente pas de revendiquer en disant c'est pas bien, on est en colère contre l'État, le gouvernement, etc. Il nous faut des médicaments. On est acteur de notre propre santé et chacun à notre échelle, on peut faire attention à notre consommation de sucre ajouté. Et voilà ce qui nous lance dans ce défi. Et puis vous verrez le défi à l'intérieur du défi. Mais on compte sur vous, vous êtes des milliers. Il y a plein de gens qui ont déjà fait des actions depuis 2 jours et ça, c'est super. Merci à tous pour votre soutien. Et puis, je vais laisser la parole à mes collègues pour commencer à vous parler de façon plus précise de ce défi de Joint sans sucre 2026. Merci beaucoup d'être avec nous. Ah, je suis désolée, il y a juste un petit problème de connexion encore sur le groupe. J'ai bien partagé le lien, mais le live n'apparaît pas. Euh, donc je regarderai après. Je suis désolée Oui, ça s'est pour les gens arrêté. qui voulaient. Ouais, parce qu'on est d'accord, ça marchait au départ, hein, parce que Ça a j'avais marché bien 5 minutes. Célie et après ça marchait pas. Tu peux tenter, Thomas, pendant que je parle, de faire un partage directement depuis la page des SOS Hépatite, voir si ça change quelque chose. Est-ce que ma connexion a peut-être été un petit peu lente, tu vois, et des fois ça peut l'empêcher. Est-ce que si tu fais partager, tu peux partager dans un groupe? Voilà. Non, quelque chose ne fonctionne pas. Il y a un message d'erreur. Je suis navrée. J'essaierai de regarder un petit peu mieux tout à l'heure, mais en attendant, on va continuer à avancer sur le sujet. C'est toi, non, c'est toi qui prends la parole d'ailleurs. C'est toi qui va parler de nous faire un petit retour sur les expériences précédentes. Oui, je te laisse prendre Oui. la main, Célie, sur la présentation ou pas. Tu partages l'écran. Oui. Donc,
avant de vous parler de ce qu'on va faire cette année, on avait juste voulu faire mais très rapidement un petit retour sur l'année dernière, hein. Donc pour celles et ceux qui n'étaient pas là l'an dernier, vous avez tous vu le principe, hein. Le principe, c'est on essaye chacun à sa mesure et à sa manière et selon ses propres critères de diminuer autant que faire se peut sa consommation de sucre ajouté. Et on n'est pas obligé de tout arrêter, on n'est pas obligé d'être totalement intransigeant. On a le droit de se faire des, des moments de pause. On a le droit, au contraire, d'autres personnes qui préfèrent ne jamais jouer le jeu à fond du premier au 30. Ça, chacun le fait comme il veut. Et donc, il y a un questionnaire. Alors, l'année dernière, il y avait deux questionnaires un au début du défi et un à la fin du défi. Cette année, pour simplifier les choses, il n'y aura qu'un seul questionnaire qui sera diffusé aux personnes qui se sont inscrites euh, en tant que participant engagé ou en tant qu'ambassadeur. Et donc, vous aurez à répondre à ce questionnaire à la fin du mois, hein. Donc, n'attendez pas le premier questionnaire. Cette année, il n'y en aura qu'un. Ça a été discuté avec l'équipe de l'INSERM. Vous savez qu'on travaille avec une équipe de chercheurs de l'INSERM sur les joints sans sucre ajouté. Et on a jugé plus facile, plus efficace de faire ce questionnaire à la fin. Et donc, n'hésitez pas à y répondre et à partager le lien pour le questionnaire à la fin. Voilà. Donc là, ce que j'ai voulu retenir, c'est plutôt que de donner des chiffres, parce que les chiffres, vous les avez hein, sur le site du défi, c'est toujours les mêmes d'une année sur l'autre à peu près, hein. Euh, mais c'était plutôt ce que les gens en ont ressenti, ce qu'ils en disent. Il y a une question qui est posée à la fin du questionnaire, qu'est-ce que vous retenez du défi? Et j'ai essayé de retirer, alors c'est pas très très scientifique, c'est-à-dire que, mais j'ai retiré les choses qui sont les plus importantes, qui reviennent très souvent dans les commentaires des gens. Alors la première chose qui sort, et ça c'est flagrant, c'est toujours la prise de conscience, c'est-à-dire que même les gens un peu sensibilisés au sucre, ils disent, mais nom de chien, c'est incroyable. Quand on y réfléchit, c'est incroyable de voir tout le sucre qu'il y a partout. Et cette notion de sucre partout, on l'entend dans la plupart des commentaires. Cette prise de conscience qu'il y a des sucres ajoutés partout, y compris dans les produits salés, par exemple. Et vous voyez, comme cette personne qui dit, cela m'a permis de mieux gérer mon alimentation. Et puis ensuite, il y a des gens aussi qui ont pris conscience du fait que le sucre euh, agissait comme une drogue pour elle. Et même si, là, la personne qui témoigne dit qu'elle a eu du mal à s'en défaire, mais au moins, elle en a pris conscience. C'est un premier pas, un premier pas. Et j'aime bien cette citation parce qu'elle dit aussi qu'elle n'a pas mis trop de restrictions, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se faire du mal, on est là d'abord pour prendre conscience. Et les gens l'ont bien compris, ils l'ont bien exprimé dans cette enquête. Deuxième point, s'il te plaît, Céline. C'est ce que les gens ont retenu, hein. C'est toujours pareil. C'est pas moi qui leur ai soufflé les réponses, hein. C'est ce qui ressort le plus fortement. Euh, c'est le fait que à plusieurs, c'est plus facile, même si on ne discute pas ensemble, même si il n'y a que des liens via le groupe Facebook ou par quelques échanges. Mais le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul à tenter l'expérience, eh bien, c'est un soutien. Et puis en plus, on peut effectivement se poser des questions, euh, on peut partager des recettes, des choses comme ça. Mais voilà, et la force du groupe est importante. Et s'ajoute à ça le fait que il n'y a rien d'obligatoire. On fait ce qu'on peut, hein. Préférer la modération aux interdictions. Ça, c'est quelque chose qui ressort souvent dans ce que disent les gens. Euh, les gens ont bien aimé le défi l'année dernière parce que ils se sont dit, on est là pour modérer, pas pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien. Voilà, même là, j'en ai pris une un peu au hasard qui dit, depuis le début, je me suis dit que je n'allais pas être trop strict. Voilà, mais c'est pas grave, je diminue et puis si un jour j'ai envie de manger quelque chose de sucré, eh ben, je culpabilise pas. Et je trouve que ces éléments-là, ces témoignage-là résume bien l'esprit de ce qu'on essaye de faire. Bien sûr, mieux on y arrive, mieux c'est, mais faut pas se prendre la tête si on n'y arrive pas. Et s'il y a la communion, je sais pas quoi, la fête, le mariage de votre fille, de votre cousine, et qu'il y a une pièce montée à partager, on partage la pièce montée, et c'est pas grave. Voilà. La quatrième leçon. Alors,
Ça, c'est ce que j'ai retenu pour être positif. En fait, quand on pose la question aux gens, est-ce que c'est facile ou difficile d'arrêter le sucre, il y a trois tiers. Il y a un tiers qui dit c'est difficile, un tiers qui dit c'est facile, et un tiers qui est un peu entre les deux. Moi, là, ce que j'ai voulu mettre en avant, donc c'est pas pour dire que c'est toujours facile, puisqu'il y a un tiers des gens pour qui c'est difficile, mais ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que le fait qu'il y a pas mal de gens comme ça qui sont surpris, qui pensaient que ça serait vachement, vachement dur, et qui finalement s'aperçoivent que c'est pas si dur que ça forcément, que passer les premiers jours, ça va, voilà. Et voilà, c'est cette personne qui dit jamais je n'aurais pensé que mon corps se serait si vite adapté. Je croyais que je pourrais pas m'en passer. Et voilà, c'est encourageant de voir que le corps s'adapte et l'esprit aussi. Moi, je trouve que c'est intéressant et c'est encourageant d'entendre ces témoignages-là avec cet effet supplémentaire qui est le fait que euh, ça donne envie de cuisiner. Et là, c'est la quatrième leçon, très largement partagée aussi par les participants et les participantes. C'est le côté que c'est pas une fin, c'est un début, juin sans sucre ajouté. Hein. Donc, voilà, les personnes qui disent je connais rien aux étiquettes, mais maintenant, je sais maintenant ce qu'il faut regarder avant d'acheter. Voilà. Une autre qui dit je cuisine beaucoup plus et c'est plus agréable. Vous verrez, il y a beaucoup de recettes partagées sur le groupe Facebook pour celles et ceux qui sont sur le groupe Facebook. Et il y en aura beaucoup plus cette année encore. Et puis d'autres effets qui sont très très fréquemment cités. Par exemple, ce défi m'a permis de réfréner mes mauvaises habitudes de grignotage. C'est quelque chose qui sort très fortement. Manger moins de sucre, c'est moins grignoter. Voilà. Et quelque chose aussi qui est souvent dit par les participants, c'est qu'il suffit d'arrêter quelques jours de manger des choses très sucrées pour que quand on y revient ensuite, on les trouve trop sucrées. Et ça, j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres, et c'est très très fréquent de voir qu'une fois qu'on s'est déshabitué du sucre, eh ben, on trouve qu'il y en a trop, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que pour votre organisme, ça veut dire que vous allez mettre, ensuite, vous aurez envie de mettre moins de sucre, parce que c'est ça qui vous fera plaisir. Voilà. Et dernier point, euh, eh ben, c'est qu'à la fin, les gens se sentent mieux. Hein. Une fois qu'on a commencé, on a envie de continuer. Je me sens plus forte pour résister au sucre. Tiens, ben voilà, ça s'est arrêté. Euh, J'espère que ça aura lieu l'année prochaine. Vous voyez, ça a lieu. Euh, un témoignage aussi que j'ai bien aimé, hein, donc le défi est réussi, la personne est satisfaite, et elle a réussi à inciter des collègues. Alors ça, si vous avez le droit aussi, euh, voilà, c'est un appel pour vous dire que vous pouvez vous aussi essayer de trouver des gens autour de vous pour les entraîner dans votre sillage, qu'ils soient inscrits ou pas, c'est pas grave. C'est mieux quand ils sont inscrits. Voilà, et je crois qu'il reste une diapo, c'est lui. Voilà, c'est ça. Et donc là, le seul chiffre que je vous mettrai, c'est ceux-là. Hein. Quand on a ensuite posé la dernière question aux gens, et alors, est-ce que vous allez continuer au-delà du... Je ne sais pas, est-ce que vous recommencez l'année prochaine? Est-ce que ce que vous avez fait en juin va avoir des suites en juillet, août, septembre, octobre, novembre? Eh bien, vous voyez, 4% des gens disent oui. Alors, soit je continue de la même manière, soit je continue, mais de façon moins stricte. Mais si on rajoute ceux qui disent, mais je vais faire plus attention, en fait, on a 98% des gens qui ont répondu au questionnaire, donc qui ont fait juin sans sucre ajouté pendant un mois, 98% des gens qui disent que d'une manière ou d'une autre, ça va modifier leur consommation de sucre, et ça, c'est formidable. Voilà, c'était ça que j'avais envie de vous présenter. euh, Avant de vous présenter les nouveautés de cette année. Donc, la seule nouveauté que moi j'ai à présenter au niveau de l'étude, c'est donc qu'il n'y a qu'un seul questionnaire et que vous l'aurez à la fin du mois. Patientez, mais alors rassurez-vous ou inquiétez-vous, il sera quand même pas très court parce qu'on a plein de questions à vous poser. C'est très intéressant il va y avoir des communications qui vont être faites par l'équipe de l'INSERM qui a travaillé dessus, et notamment sur l'impact sur la santé mentale, sur le sommeil, des choses plus on est nombreux, plus on arrive à trouver des choses fines. Voilà. Et donc, répondez au questionnaire, participez bien au, au défi et n'hésitez pas à répondre au questionnaire, même si ça n'a pas bien marché pour vous. Voilà. Et maintenant, on va vous présenter les nouveautés de cette année, puisqu'il y a quelques nouveautés quand même dans l'organisation du défi.
Et j'ai même envie de dire, même surtout si ça n'a pas marché pour vous le défi, n'ayez pas peur de compléter quand même ce questionnaire parce qu'en fait, vos retours sont hyper importants pour nous. On n'a pas envie d'une étude biaisée où tout le monde dit oh, c'est super, ça a super bien marché. On se rend compte qu'il y a des personnes qui répondent pas au questionnaire et on soupçonne qu'il y a peut-être des personnes qui ont été mises en difficulté dans ce défi-là et on aurait vraiment envie d'avoir votre retour, quoi. Et moi, je rajoute que la plupart des études qu'on a scientifiquement, elles sont faites via des médecins, via des consultations spécialisées, et que là, pour la première fois, on est dans un défi collectif de base, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de donner votre avis sans passer par une consultation médicale. Et nous, à SOS Hépatite, ça nous intéresse de faire remonter via l'INSERM ce que pense monsieur et madame tout le monde dans un défi qui passe pas par de la science et du corps médical, qui est de la vraie vie. Donc, pour la première fois, on a la possibilité que la vraie vie puisse être productrice de résultats et remonter au niveau national et vienne donner des informations à toutes ces équipes médicales ou paramédicales. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir, ce sera hyper intéressant pour tout le monde. Alors, on a commencé à vous présenter donc les nouveautés de cette année. Pascal vous a parlé des 4 semaines à thème qu'on a sélectionnées. Thomas vous a expliqué donc qu'il n'y aura plus qu'un seul questionnaire et vous l'aurez à la fin du mois. Et il y a une autre nouveauté, c'est donc l'application Kipling. J'espère que vous avez vu les publications sur le sujet. Donc Kipling, c'est quoi en fait? C'est juste une application qu'on installe sur son smartphone et elle va en fait se mettre en relation avec le téléphone pour savoir le nombre de pas que vous faites dans la journée. Et ce nombre de pas va ensuite se convertir en points. On s'inscrit par équipe de 4 personnes maximum. Et donc, le but, ça va être entre équipes de se challenger un petit peu sur ce nombre de pas qu'on va faire au quotidien. Ça nous paraissait vraiment important. euh, C'est-à-dire que juin sans sucre, on va parler énormément d'alimentation, ce qui est important, mais c'est aussi important qu'il y ait une activité physique à côté. On vous en parle tous les ans. Et bien là, on s'est dit qu'avec cette application, on avait un outil ludique et très sympa. Vraiment, télécharger l'application, ça vous coûte rien et c'est vraiment très sympa. Actuellement, je crois que vous êtes à peu près 300 à vous être inscrits. C'est vraiment chouette. On est content que le principe de cette application vous plaise. Il doit y avoir, je crois, donc une centaine d'équipes. Et vous allez voir qu'en vous connectant, soit vous allez créer votre propre équipe et vous allez en parler autour de vous pour que les copains puissent vous rejoindre. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'aller dans des équipes qu'on dit ouvertes, entre guillemets, pour vous inscrire avec d'autres personnes que vous ne connaissez peut-être pas, mais avec qui, voilà, vous allez vous challenger un petit peu pour essayer de marcher au quotidien. Pour vous donner un ordre d'idée, 100 pas réalisés dans votre journée équivaut à 1 point sur l'application. Et au-delà de ces pas, il y aura aussi quelques petits jeux qui vont être présentés, qui vont vous permettre de gagner des points supplémentaires. C'est accessible également aux enfants. Moi, j'ai fait une équipe avec mon mari et mes 2 ados. Ils ne sont donc pas majeurs, mais ils ont un téléphone. Et quand vous sélectionnez la date de naissance, on voit qu'on peut aussi inscrire des ados. Et je trouve ça vraiment super ludique de pouvoir le réaliser en famille. Donc, j'espère vous avoir convaincu, même si on est déjà le 2, le défi Kipling, lui, ne commence que le 8 juin, parce que c'est sur une période de 2 semaines, donc on l'a calé vraiment en plein milieu de notre mois de juin sans sucre ajouté. Donc, n'hésitez pas à venir nous y rejoindre. Je vais garder encore la parole pour la dernière partie de ce live. Célie, si tu veux bien projeter ma première diapo, s'il te plaît. Moi, je voulais juste faire un petit focus sur le rôle des ambassadeurs. Et pas que les ambassadeurs d'ailleurs. Bon, la slide va arriver. Euh, Être ambassadeur, c'est quoi en fait? C'est-à-dire qu'on adhère au défi, on fait le défi et on a envie d'ajouter un petit plus. Et c'est-à-dire que vous allez nous aider en fait à faire connaître ce défi. Pardon, excusez-moi. Donc pour cela, vous avez la fiche donc, de notre défi qui est disponible sur le site internet et sur le groupe Facebook. Donc là, vous pouvez la voir sur le côté gauche. Donc être ambassadeur, c'est quoi? C'est déjà tout simplement en parler oralement avec son entourage. Que ce soit votre mari, vos enfants, vos parents, n'importe qui de votre famille, vos collègues de travail, vos amis, les personnes avec qui vous faites du sport
peut-être, parlez-en oralement. Tiens, est-ce que tu connais le défi juin sans sucre ajouté? Moi, je m'y suis inscrit. Est-ce que ça te dirait de me rejoindre? Comme ça me permet d'avoir encore plus de personnes qui participent et cet effet de groupe, bah, c'est vraiment chouette pour nous. J'avais fait une vidéo pour l'expliquer l'année dernière. On avait eu une année une très très bonne couverture médiatique, ce qui fait que c'est vrai qu'on avait eu un nombre record d'inscrits. Mais bon, c'est pas tous les ans le cas. Les médias s'y intéressent pas forcément tous massivement. Donc c'est pour ça que aidez-nous, parlez-en autour de vous. Vous pouvez nous aider aussi à faire connaître le défi en partageant cette affiche. Donc vous la téléchargez, comme je vous ai dit, sur le site internet ou sur le groupe Facebook et vous pouvez l'afficher, que ce soit dans la salle d'attente de votre médecin traitant, dans votre pharmacie. Ça marche très très bien dans les pharmacies et souvent ils sont très intéressés par ce type d'initiative. Sur votre lieu de travail, pourquoi pas, ou encore sur le lieu où vous pratiquez une activité physique, une activité sportive. Soutenir le défi, c'est aussi en fait nous aider à faire des partages sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui répond à un algorithme qui va être différent en fonction des applications. Mais dites-vous que à chaque fois que vous allez liker une publication, que vous allez mettre un petit commentaire, ou encore mieux, vous allez partager, si vous êtes nombreux à le faire, en fait, vous allez signaler à l'algorithme de Facebook, Instagram ou TikTok que cette publication vous plaît et qu'elle mérite d'être mise en avant. Ça, c'est vraiment la chose la plus simple qui est accessible à tout le monde. C'est simplement soutenir et relayer les publications officielles du défi qui seront faites depuis le compte de l'association SOS Hépatite. Donc vous avez la page Facebook, vous avez le compte Instagram, vous avez le profil LinkedIn aussi pour le réseau professionnel. Et moi, je vais également faire quelques partages sur TikTok pour ceux qui y sont, sur mon compte qui s'appelle Mon combat contre la stéatose hépatique. Donc voilà, n'hésitez pas, juste un petit cœur, un petit like, un petit pouce, c'est hyper précieux pour nous et ça nous aide à faire connaître ce défi. Tu peux passer du coup à la deuxième slide. Moi, je voulais vous donner, alors j'ai juste pris quelques photos, mais c'est difficile de résumer en une seule slide 3 années de défi juin sans sucre ajouté. Mais on a eu la chance, il y a des personnes qui sont vraiment saisies du défi et qui ont eu à cœur de le faire connaître en faisant des actions sur le terrain. Donc là, moi, je vous ai partagé quelques photos de ma galerie personnelle. Il y a des actions, par exemple, qui ont pu être faites dans les grandes surfaces. Ça peut paraître un peu étonnant comme ça, mais le meilleur moyen de capter des personnes qui sont pas forcément en plus dans un réseau médical, c'est d'aller là où ils font leurs courses, tout simplement. Donc il y a des grandes surfaces qui sont très heureux de nous accueillir. Sur la photo que vous voyez là, en plus, il y a même une urne avec il y avait une panière de fruits, une panière de légumes qui était offerte par le magasin, ce qui nous a permis de faire une petite tombola et les gens qui venaient sur le stand pouvaient y participer pour la gagner. C'était vraiment très sympa. Sur ces genres de stands, les actions qui visuellement interpellent, c'est les équivalences avec les morceaux de sucre. C'est la petite photo du milieu. Vous avez par exemple les canettes de soda, l'équivalence en morceaux de sucre et ça marche très, très bien parce que même si les personnes n'osent pas s'arrêter sur votre stand, visuellement, ils aperçoivent que la canette de coca, c'est quand même 7 morceaux de sucre et que ça fait quand même beaucoup et rien qu'avec une canette, on dépasse les recommandations officielles pour une journée. Si vous avez la chance dans votre entourage d'avoir des personnes du personnel médical, paramédical, ou qui travaillent dans les écoles, vous pouvez leur en parler. Je pense que le sujet de la jeune génération et de leur alimentation, c'est quelque chose qui est encore plus problématique que pour les générations de mon âge. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir sensibiliser les jeunes dans leurs écoles. Mais pour cela, on ne rentre pas comme ça dans une école publique, il faut être diplômé, c'est tout à fait normal. Et voilà, en tant que bénévole, nous, on ne l'a pas forcément. Moi, j'avais eu l'occasion de le faire, mais parce que c'était une école privée, que c'était l'initiative d'une professeure, mais c'est pas toujours le cas. Vous avez également donc des photos qui montrent des passages dans la presse, dans les médias. Donc si vous avez des contacts et que vous avez envie de leur en parler, mais vraiment, n'hésitez pas. Ça nous permet de bénéficier d'une très belle couverture. C'est vraiment un tout petit échantillon ce que je vous montre. Il y a plein d'autres choses. Bon, il y a des collègues de La Roche-sur-Yon qui sont là, qui pourraient aussi parler de ce qu'ils font chaque année pour le défi. Il y a des choses qui se passent également dans le Nord. Donc là, moi, ce que je vous montre, c'est en Nouvelle-Aquitaine.
Donc voilà, si vous avez envie, rapprochez-vous de nous. On essaiera de vous mettre en contact avec des contacts de votre région pour faire des petites sensibilisations comme ça. Ça paraît pas grand-chose, mais tout ça, mis bout à bout, ça a permis de sensibiliser vraiment de très nombreuses personnes. J'avais mis la troisième, mais voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Ça, c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Aquitaine l'année dernière. Donc, il y a des régions, voilà, où c'est actif et on fait beaucoup de choses, que ce soit euh, dans une salle d'attente d'un médecin traitant, que ce soit avec des infirmières azalées, que ce soit avec des associations, que ce soit avec des hôpitaux, que ce soit dans des écoles. Voilà pour moi, j'ai fait le tour. On est très productif. C'est pour ce premier live, je pense qu'on arrivera largement même à tenir notre créneau. On va juste prendre une petite seconde pour voir s'il y a des questions, mais j'ai rien vu passer encore sur le chat, hein. Et je regarde juste sur Juin sans sucre. Ah, s'il y a des commentaires à partager. Donc, je me permets de garder la parole pour pouvoir partager les. Ah non, c'était pas sur le live, pardon. C'est moi qui me suis trompée. Je suis pas sur les bons commentaires. Non, il n'y a pas de question en fait. Il n'y a pas de question en particulier. Alors, Isabelle demande en gros que je voudrais la référence sur le livre du foie. Alors, attends, je vais voir. Du coup, je me permets de le faire moi-même parce que le sujet me concerne un petit peu. On a, donc petite parenthèse par rapport à la stéatose hépatique, donc la maladie du foie gras. On a sorti donc un livre, donc c'est la même équipe, hein, de bénévoles qui fait Juin sans sucre, qui a fait aussi ces 2 livres. Donc en fait, il y en a eu 2. Il y en a eu un premier. Alors hop, là, c'est peut-être pas flou. Vous avez donc le guide anti-NASH, parce que c'était en 2023, j'espère que je dis pas de bêtises, Thomas, pour l'année de sortie. Celui-là, il est plus disponible à la vente, de toute Ah, il manière. est même plus disponible. Bon, bah alors celui-là, il est pépite, il est pour moi. Mais vous inquiétez pas, vous allez être gagnant parce qu'en fait, on en a fait une version qu'on a mis à jour l'année dernière. Donc, ça s'appelle 134 questions-réponses sur la MASH, parce que la maladie du foie gras ne s'appelle plus la NASH, mais la MASH, le M de métabolique a fait son arrivée dans l'acronyme. Donc, on a compilé toutes les questions que vous, malades, vous pouvez vous poser sur cette maladie-là, et on y a répondu dans cet ouvrage-là. Et celui-là, il est disponible. Vous pouvez le demander dans la librairie à côté de chez vous ou dans des grandes librairies et autres sites sur Internet, hein, pour pas les nommer, pour pouvoir le recevoir. Et il est vendu au prix de 19 euros. Donc ça, c'est voilà, des heures de travail bénévole pour vous offrir ce livre qui répond à toutes vos questions. Hop, Alors, là, je me permets de reprendre la parole, mais je pense que Pascal le dirait mieux que moi encore. Euh, Bien sûr, nous, en SOS Hépatite, on est concerné par cette maladie spécifique de la maladie du foie gras. Mais ce qui est vraiment intéressant, alors on fait aussi partie d'une coalition, parce qu'on s'aperçoit que les maladies sont très intrinsèquement liées les unes aux autres, hein. Le diabète, les maladies rénales, les maladies cardio-métaboliques. Et donc, voilà, on commence même au niveau associatif et au niveau scientifique à travailler sur cette globalité de toutes ces maladies. Et ce qui est intéressant, c'est que ce combat contre le sucre, c'est un combat donc contre l'excès de sucre, hein. Pascal l'a bien dit tout à l'heure, on a besoin de sucre pour vivre, mais pour ce combat contre l'excès de sucre qui est mauvais pour notre santé, c'est bénéfique vis-à-vis de tas d'autres maladies, hein. C'est-à-dire que manger moins de sucre, c'est avoir moins de risques cardiovasculaires, c'est avoir moins de risques d'obésité, c'est avoir moins de risques de diabète. Là, j'ai revu une étude aujourd'hui qui disait qu'on voit avec effroi le diabète de type 2 arriver chez les enfants, alors qu'avant c'était une maladie d'adultes mûrs. Euh, voilà, le sucre, ça favorise les cancers et un certain nombre de problèmes mentaux. Alors, au-delà il y a l'addiction d'un côté, mais il y a aussi des tas d'autres choses.
relatives au bien-être, hein, la nervosité, le mauvais sommeil, toutes ces choses-là. Donc, on s'aperçoit que tout ça, c'est lié au niveau des maladies, mais que au niveau des causes, euh, on a un ennemi commun à toutes ces maladies, c'est le sucre. Alors, je ne dis pas c'est le seul ennemi, il y a des tas d'autres raisons, et vous les connaissez, hein, y compris alimentaire. Mais en tout cas, ce sucre ajouté inutile, s'il n'est pas là juste pour faire plaisir une fois de temps en temps, puis qu'il est là juste pour rendre des aliments industriels plus appétissants, ou qui est là juste pour nous donner envie de bouffer encore un peu plus, eh bien celui-là, quand on arrive à s'en passer, on se bat non seulement contre la maladie du foie gras, qui est celle qui nous préoccupe, nous, dans l'association, mais on se bat contre tout un tas d'autres maladies. Et là, c'est vraiment, on est dans une démarche de santé globale qui est intéressante, surtout quand on fait référence à ce que je rapportais tout à l'heure de ce que disent les gens, c'est-à-dire que finalement, au bout d'un moment, on se sent mieux. C'est comme ceux qui ont arrêté de fumer savent que eh ben, on prenait plaisir à fumer, mais on prend encore plus de plaisir à ne pas fumer. Et ben, c'est un peu la même chose. Pascal, est-ce que tu veux nous rappeler les thématiques des chaque semaine cette année? Euh, Alors, effectivement, donc il y a 4 thématiques. À 4 semaines, on a retenu 4 thématiques qui sont un petit peu arbitraires, mais qui nous semblaient cohérentes. La première semaine, c'est effectivement le dépistage du diabète et le lien avec le sucre. Et Thomas l'a rappelé là, c'est bien le sucre ajouté. Et le sucre n'est qu'une facette de plein de pathologies différentes. Et moi, je résume ça avec une phrase que j'ai entendue d'un diabétique qui dit moi aujourd'hui, le sucre est mon ennemi et j'aurais tellement voulu le savoir avant pour que jamais le sucre ne devienne mon ennemi. Et je trouve que c'est une chance. On est, comme le dit Thomas, on est sur une action de prévention. Faire attention au sucre ajouté, c'est faire en sorte que jamais le sucre ne devienne mon ennemi. Et donc cette semaine, on va se mettre au diapason des associations du diabète et entre autres pour rappeler que le diabète de type 2 a des causes génétiques, mais peut-être aussi que pour nous, la MASH a des causes génétiques. On pourra en reparler. J'essaierai d'écrire un article pour en reparler cette semaine. Ça, c'est la première semaine, le lien avec le diabète. Après, il y aura la journée nationale la journée internationale de la malbouffe et de la mâche. Donc la deuxième semaine sera consacrée à ce qui nous a mobilisés, nous, à savoir les atteintes hépatiques, hein, la mâche, cette hépatite métabolique, ce trop de sucre qui peut être toxique pour le foie et qui nous amène à regarder le sucre autrement que via ce qu'on en avait fait jusque-là dans le diabète. Donc ça, ce sera la deuxième semaine. La troisième semaine sera sur les maladies cardiovasculaires. Et on voit bien effectivement que les maladies cardiovasculaires sont au premier plan et peuvent être là bien avant l'arrivée d'un diabète. Et c'est la même facette, c'est l'autre face de la même pièce, ces maladies cardiovasculaires. Donc on en parlera parce que quand on se mobilise pour diminuer sa consommation de sucre, on fait du bien à ses artères, on fait du bien à son cœur. Et la quatrième semaine, Thomas en parlait à l'instant, c'est effectivement, on l'a voulu un peu provocatrice sur les maladies mentales car effectivement, vous verrez qu'il y a des études qui montrent que l'excès de sucre amène des troubles du côté dépressif et chronicise la dépression. Donc c'est pas une simple vue de l'esprit, mais il y a aussi toute la qualité de vie du côté des maladies mentales sur l'anxiété, sur le sommeil, sur l'image de soi positive. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut pousser et mettre en avant. On aurait pu mettre plein d'autres thématiques, comme par exemple la limitation des cancers. On s'aperçoit effectivement que l'obésité et la surcharge en sucre peuvent être inductrices de nombreux cancers, que ce soit dans le côlon, que ce soit dans le sein, etc. On ne l'a pas retenu cette année, mais voilà, j'espère qu'on a répondu à la question qui était posée sur les 4 thématiques, donc le sucre, le cardiovasculaire, la mâche et la maladie mentale. Une question sur l'aliment qui pose le plus de questions, qui pose des difficultés au quotidien, le chocolat. Donc la question est quel type de chocolat est recommandé pour limiter l'apport en sucre? Chocolat noir à 70%, par Alors, exemple.
J'arrive pas à retrouver, mais je le repartagerai sur le groupe Facebook. Enfin, j'avais fait un comparatif en fait des tenants en sucre de différents chocolats. Et oui, en effet, plus on va sur un chocolat noir, moins il va être riche en sucre et plus il va être riche en gras. Après, il faut aussi lire les étiquettes, il faut regarder. Moi, ce qui ressortait de mon document, c'est que par exemple, vous avez du chocolat noir Poulain. Donc, vous voyez que c'est noir, donc vous dites que c'est quand même moins sucré, mais si vous comparez les étiquettes, c'est aussi sucré qu'un chocolat Milka, qui est un chocolat au lait. Donc, voilà. Il y aura tout un travail sur le groupe où j'ai déjà commencé aujourd'hui à partager des infos sur la lecture des étiquettes pour réussir à les lire soi-même. Et je repartagerai donc ce comparatif avec quelques marques de chocolat. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, euh, il faut aussi y aller doucement et il faut respecter ses goûts. C'est-à-dire se forcer à aller manger un chocolat noir sous prétexte parce que c'est moins sucré, ça a strictement aucun intérêt. Par contre, c'est vrai que si on est très fan de chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, bah, essayez de temps en temps de passer sur une forme un petit peu plus riche en cacao et d'y aller progressivement comme euh, ça peut être intéressant et ça permet surtout de garder du plaisir à en manger parce que ce serait dommage de s'en priver. Si je, Mathilde, est-ce que tu es d'accord pour qu'on dise aussi clairement que le pire, c'est le chocolat blanc, Ah bah qui n'a oui, qui non n'a pas que du le chocolat. chocolat que le nom, puisqu'il n'y a plus de chocolat il y a plus de cacao dans le chocolat blanc, il y a quasiment que, bon, il y a énormément de sucre. Donc effectivement, moi je Tout à trouve que fait. l'expérience de joie sans sucre ajouté, ça peut être aussi de dire l'ennemi c'est le chocolat blanc, parce que là c'est une véritable catastrophe, et que le chocolat noir, non seulement c'est pas forcément un ennemi, mais ça peut devenir un ami. On a eu des témoignages, y compris de gens du corps médical, qui disaient que le carré de chocolat noir dans le sac à main, c'est aussi la roue de secours de la fringale en milieu de matinée, de croquer un carré de chocolat noir quand on a une envie comme ça, quand on a une fringale, une envie irrépressible, le carré de chocolat noir peut donner un bon coup de main. Donc, c'est aussi des trucs et astuces qu'on a envie de partager tous ensemble et de faire remonter d'une année sur l'autre, parce que c'est aussi ça, moi, sans sucre ajouté, c'est de capitaliser les expériences des années précédentes pour vous les restituer, les améliorer, que ce soit à travers des recettes ou à travers des trucs et astuces. Euh, Moi, j'avais aussi comme ça, on nous avait vendu des graines à croquer en milieu de matinée quand on avait un coup de fringale, etc. Et j'avais regardé le prix des sachets qui était extrêmement cher. Et en fait, j'avais trouvé que le truc et astuce, c'était d'aller dans les grandes surfaces où il y avait en vrac des mélanges noisettes, et tout ce que vous voulez, avec des noix, etc., des noix de pécan. Et je les avais achetés en vrac et je les avais pesés par petits sachets de 40 grammes et je les avais mis dans des filtres à café que j'avais agrafés et j'avais mis ça dans ma poche et j'avais mon petit filtre à café qui était ma bombe anti-crevaison. Donc voilà, à vous de trouver des trucs et astuces et à nous les faire remonter. Une je autre reviens, question, pardon, vas-y juste, Thomas. je reviens juste sur le chocolat, parce que les études montrent bien que le chocolat, c'est le produit le plus consommé par les participants et le plus difficile à arrêter. C'est les deux à la fois, et c'est très largement au-dessus de tous les autres produits. Et donc, il faut accepter cette idée-là, et ensuite, chacun doit avoir sa stratégie. Il y a parmi les gens, et ce qui est bien, justement, c'est d'avoir la diversité des stratégies des gens. Il y a des gens qui arrêtent tous les sucres, sauf le chocolat. Il y a des gens qui vont se dire, je vise le chocolat de plus en plus noir. Moi, maintenant, c'est comme ça, avec le temps, un chocolat 70% de cacao, je le trouve trop sucré. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Avec le temps, je me suis déshabitué du goût du chocolat sucré. Euh, et il y a des gens qui se disent, non, justement, c'est quand même le truc euh, que je consomme de manière le plus compulsive possible. Je me limite à un carré par jour. Ouais, et c'est à chacun vraiment de faire sa stratégie. Et une stratégie, là je rejoins ce que dit Mathilde, qui permette de garder un plaisir, même si le plaisir, c'est justement de pouvoir se dire, pendant une semaine, j'ai pas bouffé un seul carré de chocolat, et on peut être super fier. Mais si c'est je ne mange que un carré de chocolat par jour, c'est bien aussi. Si je passe à un chocolat plus noir, c'est bien aussi. Et si j'arrête tout sauf le chocolat, c'est pas mal non plus.
Et ce que j'ai bien aimé, c'est Mathilde nous a dit un chocolat plus noir, mais à condition qu'il ait vraiment moins de sucre. Donc, vigilance et vive les étiquettes. Mathilde, la question de Gaëlle est pourquoi n'avez-vous pas fait de communication ou sollicité de diététiciennes? Donc, nous avons sollicité des diététiciennes et du coup, je te laisse donner quelques exemples. Et sachant que cette année, on a au niveau des soutiens du défi, l'association des diététiciennes et des diététiciens libéraux aussi. Et que l'objectif pour nous, c'est que ce nombre de soutiens augmente et que voilà, pareil pour les partenariats. On a plusieurs diététiciennes qui sont sur le groupe de soutien Facebook, hein, et qui interviennent régulièrement quand on a besoin d'éclaircissement d'un professionnel de l'alimentation. On a des diététiciennes qui suivent le défi, qui le font et qui le partagent avec leur patientèle sur les réseaux. Enfin, je pense par exemple, il y a une diététicienne du Sud là, sur TikTok qui chaque année nous suit et partage toutes nos communications et fait des choses aussi de son côté. Donc non, il n'y a pas de problème. Les diététiciennes et les diététiciens font partie de l'aventure aussi. Alors Isabelle partage avec nous qu'elle a essayé l'hypnose pour arrêter le sucre et que voilà, dans son cas, ça a très bien fonctionné. Une question, et là je me retourne vers Pascal, une question de Claire. Est-ce qu'il y a des marqueurs sanguins, par exemple, qui nous permettent de savoir si notre consommation de sucre est excessive? Alors, c'est une question un peu pointue. Euh, on a, on n'a pas de marqueur pour dire votre consommation de sucre est excessive comme on peut l'avoir par exemple pour l'alcool. Parce que par définition, il faut du sucre pour vivre. Et vous pouvez manger énormément de sucre et pendant des années, votre corps va pouvoir faire face. Les marqueurs qu'on commence à avoir, c'est à repérer quand est-ce que le corps n'arrive plus à faire face à la consommation de sucre. Ça ne veut pas dire que vous avez mangé trop de sucre, ça veut dire qu'à un moment, votre corps, il n'arrive plus à faire face. Je pense à l'indice d'OMA, je pense comme pour nous, les gens atteints de maladies du foie, des transaminases, ou les diabétiques qui vont voir leur taux de sucre s'élever parce que le pancréas n'arrive plus à faire face. Mais c'est pas la consommation qu'on va remarquer. On va avoir des marqueurs pour repérer que notre corps n'arrive plus à faire face. Donc c'est un tout petit peu différent, mais c'est tout aussi intéressant parce que c'est la liberté. C'est est-ce que je peux encore être libre de consommer ce que je veux en sucre, ou est-ce qu'à un moment, il faut que j'entende que mon corps n'y arrive plus. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette vision-là. Et donc, du coup, la question, elle est passionnante parce que les gens voudraient avoir un marqueur pour dire j'en mange trop. Mais c'est ton propre regard. C'est à toi de dire si tu en manges trop ou pas. Par contre, si tu veux savoir si ton corps encaisse, oui, on peut se retourner du côté médical. Oui, on peut demander à son médecin traitant d'avoir un indice d'OMA, de faire un dosage de prise de sang pour voir si le corps arrive à tenir le coup ou pas. On pourra on pourra donner ces infos-là dans le mois si vous le souhaitez, bien sûr. Marie nous demande comment trouver sur les étiquettes les différents sucres, quels noms portent-ils? Et effectivement, Louis précise, il y a plus de 50 noms différents qui qualifient les sucres. Donc là, moi, sur le chat, je partage le mémo sucré que nous avons fait. Et Mathilde, tu veux peut-être compléter? Bon, là, vous allez rien voir, mais c'est juste pour vous montrer que ça existe. C'est sur le groupe Facebook et je vais le faire remonter. En fait, vous avez un document qui s'appelle Mémo sucré. Donc, il est sur le site internet Juin sans sucre et il est également dans les fichiers sur le groupe Facebook. Et donc, vous avez ce document. Alors, j'essaie de jouer avec le flou pour que ça se voit à peu près. Non, ça va pas se voir. Bon, bref. Je vais le Ah, si, partager, ça y est. Mathilde aussi. Ah, Ouais. d'accord. 52 appellations différentes qui sont utilisées par l'industrie agroalimentaire pour ajouter du sucre dans les préparations. Donc la liste, elle est là. Il y a des choses très simples, hein. Par exemple, tout ce qui se termine en ose, peut-être que vous êtes au courant, c'est des choses qui interpellent maintenant, c'est du sucre. Il y a des mots où c'est clairement marqué, hein, sucre, miel, sucre brun, sirop de glucose, fructose, ou toutes ces choses-là. Et il y a aussi des choses un petit peu plus scientifiques, hein, qu'on nous apprend pas forcément à l'école. Donc la liste, voilà, est bien présente, elle est là. J'ai partagé une première vidéo aujourd'hui d'une diététicienne justement, elle s'appelle Claire Rapidiette, où elle explique comment repérer donc le sucre ajouté sur des étiquettes. Voilà, le document est là et beaucoup plus lisible. Et il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet pour vous aider en fait à lire les étiquettes.
Pour faire simple, vous avez deux éléments sur l'étiquetage alimentaire. Vous avez d'un côté la liste des ingrédients et de l'autre côté le tableau nutritionnel. Vous savez, c'est là où c'est détaillé lipides, glucides, dont sucre. Et en fait, ce qu'on vous explique, c'est que pour savoir s'il y a du sucre ajouté dans la préparation ou dans l'aliment, il faut se référer à la liste des ingrédients et savoir si l'un de ces 52 noms apparaît dessus. L'exemple de la vidéo, c'était une conserve de champignons où, en effet, dans le tableau nutritionnel, dont sucre, il y en avait un petit peu, mais en fait, ce qu'on vous explique, c'est que c'est les sucres simples, c'est-à-dire composés d'une à deux molécules maximum, qui sont présents dans le produit. Il y a un petit peu de sucre dans le champignon, mais qui est naturellement présent. Donc, si vous voulez vraiment savoir s'il y a du sucre ajouté, c'est dans la liste des ingrédients que ça se joue. Il peut y en avoir un effet qui est un petit peu dans certaines conserves. Vous avez le maïs, par exemple, quand il est sans sucre ajouté, c'est précisé. Dans les sauces tomates, il peut y en avoir un petit peu aussi, parce que ça permet de compenser un peu l'acidité de la tomate. Donc voilà, c'est quelques exemples, mais on en reparlera encore pendant tout le mois du défi. Alors, moi, ces questions-là, elles nous intéressent toute l'équipe parce qu'elles nous permettent, le défi de joint sans sucre ajouté, c'est aussi de poser vos questions à la team nationale et qu'on essaye de vous apporter des réponses. Dans le même ordre d'idées, aujourd'hui, il y a eu sur le site, Juliette a refait une très belle explication de l'alcool. Bien sûr, quelque chose qui contient de l'alcool, vous avez l'impression qu'il n'y ait pas de sucre. Pour autant, votre corps n'a pas d'autre solution que de retransformer l'alcool en sucre pour métaboliser l'alcool. Donc, consommer de l'alcool, c'est consommer du sucre, pour qu'on soit clair. Et donc, vous voyez que c'est des choses aussi qui sont passionnantes à revoir et à changer notre regard. Alors Gaëlle, merci à Gaëlle, hein, je partage le message de Gaëlle, donc qui nous précise qu'elle fait partie d'une association de diététiciennes qui serait certainement prête à participer l'année prochaine parce elles font des animations en école, en pharmacie et donc elle affiche déjà le défi dans sa salle d'attente. Merci beaucoup Merci. et donc le partager avec les autres professionnels de santé avec lesquels elle travaille. Voilà, donc merci. Elle nous dit que l'action est top, donc merci beaucoup Gaëlle. N'hésitons pas à échanger pour tous les messages individuels ou toutes vos questions. Vous avez la boîte joint sans sucre ajouté, la boîte mail, vous avez un numéro vert, vous avez le groupe Facebook aussi, mais voilà, peut-être c'est moins adapté c'est plus adapté pour le collectif. Il nous reste 10 minutes. Il y a une dernière question qui a Dernière été posée question. cette fois sur les réseaux. D'accord. Thomas, c'est toi qui vas pouvoir nous aider. On me demande Arrête si de le livre partage. existe en e-book, mais j'ai un doute. Oui, 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 il existe en e-book. Oui, il est proposé en e-book, super. Eh ben, écoute, c'est dit à l'oral et puis je réponds à la personne en commentaire. Moi, je voulais juste amener le commentaire par rapport à une association de diététiciennes. Je me repositionne en tant que président et je parle au nom de la team. On se veut juste volontairement, on contrôle. Le but du défi de joint sans sucre n'est pas de faire la promotion de la pilule miracle, du docteur gourou qu'il faut absolument venir voir, etc. Donc, tout ce genre de message sera bloqué. Mais bien sûr que toutes les associations savantes, tous les groupes d'aide, d'entraide, etc., sont les bienvenus et seront remis en avant, mais il est hors de question que nous fassions la promotion, y compris de l'industrie pharmaceutique. On n'est pas là pour dire à tout le monde prenez tel médicament, prenez tel substitut de sucre, etc. Ce n'est absolument pas notre message, même si bien sûr, pour mener à bien le mois de juin sans sucre ajouté, on est allé solliciter, nous aussi, des industriels de la pharmacie, mais en tout cas, on n'est pas là pour en faire la promotion. On garde une liberté éditoriale. Et en même temps, on est très content, on est ravi que des gens s'emparent du défi et le fassent même en dehors de notre contrôle. Chacun fait ce qu'il a à faire. Vous avez tous remarqué quand même la question des sucres ajoutés, qui est très liée aussi à celle des aliments ultra transformés. C'est quelque chose qui monte énormément dans le débat sociétal aujourd'hui.
Il y a 3 ans, quand on a commencé, on n'en était pas là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, je ne dis pas que c'est nous, hein. Nous, on était là au bon moment, peut-être. On a peut-être contribué à notre humble mesure, mais c'est pas nous qui avons fait ce mouvement-là. Ce mouvement-là, il existe. Il y a une prise de conscience actuelle autour de ces questions-là, des sucres ajoutés et des aliments ultra-transformés. Je mets les deux ensemble parce que dans les aliments ultra-transformés, il y a par principe des sucres ajoutés. Et c'est vraiment super intéressant de voir que ça monte. Euh, une des questions qu'on a, nous, à SOS Hépatite, et nous, enfin, nous, organisateurs du défi, c'est le fait qu'on arrive, on touche beaucoup plus de femmes que d'hommes, alors que les pathologies liées au sucre sont quelque part touche plus les hommes que les femmes. Donc, on a besoin de vous, mesdames, comme relais pour aller parler aux hommes et de leur faire comprendre que ces histoires mais ça dépasse largement la question du sucre, c'est toute la réflexion sur la prévention en matière de santé. Ça intéresse les femmes et on a beaucoup plus de mal à intéresser les hommes. Donc là, on a un gros chantier à mener tous ensemble. Et des diététiciennes qui nous écoutent là et qui participent, j'espère qu'elles entendent le message aussi. C'est beaucoup plus difficile, mais et en même temps, c'est des gens qu'il faut vraiment qu'on arrive à convaincre. Je sais pas, aujourd'hui, je suis un mec, je m'en fous. Voilà, ben non, t'es un mec, t'es plus concerné, justement. Alors, donnez-nous un exemple d'un autre aliment sucré, hormis le coca. Le Pepsi. Alors ça, le coca, en tant qu'ancienne addicte au coca, moi, j'ai été très très accro à ça. Et c'est vrai que je crois que le coca en particulier par rapport aux autres sodas euh, rend très très vite accro. Je suis sûre qu'on n'a pas du tout ce même phénomène de manque quand on boit de l'Orangina ou du Lipton. Et moi, ce que je conseille toujours à ma communauté, déjà, plutôt que d'acheter des formats en bouteille ou des choses comme ça, vous pouvez essayer de rationaliser un petit peu votre consommation en prenant des canettes. Vous avez certes des canettes de 33 centilitres, mais vous avez aussi des canettes plus petites. Comme ça, en fait, vous pouvez vous dire, moi c'est comme ça que j'avais fait, hein, je m'autorisais une canette par jour, puis une canette tous les 2 jours, et c'est comme ça que j'ai réussi à diminuer progressivement. Après, il n'y a pas de secret, hein. Il faut essayer de trouver quelque chose d'autre à boire qui vous plaît, quelque chose qui vous plaît. Moi, une saveur qui me plaît beaucoup, c'est tout ce qui est à base de citron et de menthe. Et ça va paraître complètement fou, hein, mais moi, j'ai arrêté de boire du coca en me mettant au thé à la menthe parce que j'aime la menthe, j'aime cette saveur-là. Donc, il faut essayer de voir autour de vous ce que vous pouvez trouver. Et nous, ici, on ne fera jamais l'apologie des boissons zéro pour contourner le problème, parce que ce que j'appelle des fausses bonnes idées, alors certes, c'est des édulcorants dedans, donc il n'y a pas toutes les calories qui vont avec le sucre, mais n'empêche que ces faux sucres, parce qu'elle pourra confirmer, hein, je crois qu'il y en a quand même certains qui commencent un petit peu à inquiéter quand on en consomme un petit peu trop. Donc voilà, il faut essayer de chercher, de trouver autre chose qui plaît. Bon, thé, tisane, il y a quand même vachement de saveurs. J'ai prévu une publication sur le groupe, hein, pour d'autres boissons sans sucre ou avec peu de sucre ou avec moins de sucre pour essayer de trouver des idées, quoi. Une proposition de Marie aussi, hein, c'est un top 10 des aliments à écarter ou en tout cas, voilà, peut-être des aliments les plus sucrés. Pas à Les écarter plus parce qu'on sucrés, est, voilà. pas à écarter parce qu'on est vraiment sur une démarche individuelle et dans la bonne humeur. C'est assez difficile comme ça. Ouais, Stéphanie, en tout Ouais. cas, insiste sur les bonbons aussi, comme les fraises Tagada, les Skittles, si je prononce bien. Oui, c'est Euh, ça. et pour revenir sur l'attention que Thomas attire sur tout le groupe, c'est que par rapport aux hommes, Isabelle partage qu'il est difficile pour elle d'envoyer son mari chez le médecin. Ah, mais oui. juste pour vous faire éclater de rire, hein, mais l'année dernière, comme tout le monde, j'ai progressé dans mon défi au mois de juin. L'année dernière, je savais pas quoi faire comme défi et je me sentais personnellement, c'était compliqué le mois de juin pour moi. Je me suis menti à moi-même, je me suis interdit, enfin, je me suis interdit. Pendant un mois, j'ai fait le choix, j'ai pris la liberté de ne plus acheter de coca. Il y avait plus de coca chez moi dans mon frigo.
Je me suis pas interdit d'en boire, j'en ai bu à l'extérieur. Et ça faisait écho à tous ces fumeurs qui disent j'arrête d'acheter des cigarettes. J'ai pas arrêté de fumer, mais j'ai arrêté d'acheter des cigarettes. Et ben moi, j'ai arrêté d'acheter du Coca l'année dernière au mois de juin, et ça m'a tenu 9 mois. J'ai arrêté d'acheter du Coca et de mettre dans mon frigo. Et ben le simple fait de ne pas l'avoir à portée de main au moment où j'ai une pulsion, ça a modifié complètement mon comportement. Et je crois que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est qu'il y a les produits, mais tombons pas dans le piège de qu'est-ce qu'il y en a plus, etc. Il faut aussi arriver à modifier nos comportements. Et bien moi, j'ai trouvé que modifier mon comportement, c'est de ne plus en avoir sous la main, de ne plus en acheter. Mais ça ne veut pas dire que quand je suis au restaurant, je me ferai pas un verre de Coca, que quand on à l'extérieur, etc. Voilà. Et je trouve que typiquement, moi, à la fin de l'année dernière, à la fin de mon mois de juin, j'avais réussi mon défi. Voilà, ça donnera peut-être des idées à certains, mais c'est aussi ça, je vois son sucre, c'est de le faire. On n'est pas des ayatollahs, quoi. On peut faire des trucs drôles, sympas, et de mettre chacun à son niveau. Christine partage avec nous, pareil pour le chocolat. Et une question qui ouvre plus, hein, pourquoi même en se disant qu'il suffit d'avoir du bon sens pour arrêter de manger des sucres ajoutés, on n'y arrive pas. Ah, ça, je peux répondre. C'est pas à vous que je fais pas. Enfin, c'est c'est pas à vous qu'on fait pas confiance, c'est à votre cerveau. Et quand Mathilde disait, il y a des édulcorants. Quand il y a des édulcorants, vous venez stimuler votre cerveau au niveau du goût sucré. Et quand Thomas nous dit, ben, même mon chocolat à 70% aujourd'hui, je le trouve sucré, parce que j'ai déshabitué mon cerveau au goût sucré. Donc, c'est pas à vous qu'on fait pas confiance, c'est à votre cerveau. Et notre cerveau, et les vendeurs de produits sucrés le savent très bien, si on arrive à contourner vos envies à vous et à vous faire manger du sucre à l'insu de votre plein gré, on arrivera à ce que votre cerveau réclame du sucre. Donc c'est aussi ça dont il faut qu'on prenne conscience, c'est qu'il y a le sucre et il y a le goût sucré. Et c'est vraiment deux choses qu'il va falloir mener en parallèle, faire attention à ce que notre cerveau reçoive moins d'informations sucrées. Et Isabelle pose la question, cerveau et microbiote, non? Sur le sujet que tu viens d'aborder, Pascal. Alors là, pour le coup, je suis pas. Oui, je vois passer plein d'études. Il y en a encore eu la semaine dernière au congrès de l'EASL sur le sucre et le microbiote qui modifierait l'absorption du sucre et même au niveau cérébral la sensibilité au sucre. Donc il y a plein de choses qui s'écrivent. J'ai pas vu passer de choses dogmatiques et qui emportent des décisions, mais oui, c'est probablement des choses qui, dans les années à venir, on a déjà repéré, sans parler du microbiote, que les gens qui mangent des fibres, ils amortissent leur pic glycémique et que ça va complètement, on n'aura pas de shoot glycémique où les gens vont pouvoir ingérer une quantité de sucre de façon massive et avoir un véritable shoot glycémique au niveau cérébral. Mais donc du coup, il y a des choses qui se font, qui se comprennent de mieux en mieux. Donc à nous aussi de le dire et de l'expérimenter et de dire quel bien ça nous fait. Oui, et les aliments sucrés industriels appauvrissent le microbiote et donc Oui. vont en plus être mauvais de ce point de vue-là. Oui. Il est 21h01. J'ai Alors, je une lis dernière également la question. question. Ouais, Oui, Mathilde, vas-y, et après. Mathilde. Tu veux que je la lis la question Oui, et après j'en le ai une mot de autre la en fait. fin? J'en Tu ai en as d'autres sur les réseaux, d'autres? c'est pour ça, mais vite fait. Que dire de la marque de bonbons Rebelle? Alors, je connaissais pas, donc j'ai été voir vite fait. Donc, en effet, des bonbons notés 63 sur 100 sur Yuka. Ben, en fait, c'est des bonbons sans sucre ajouté, mais qui contiennent au moins un édulcorant, ce que je vois au moins l'érythrol. Donc, voilà, nous, la position qu'on aura toujours dans le défi, c'est que les édulcorants, c'est pas la solution. Moi j'appelle ça une fausse bonne idée. Autant assumer de temps en temps sa poignée de bonbons en l'incluant dans une alimentation globalement équilibrée avec une activité physique à côté. Je veux dire, manger un peu de sucre de temps en temps, l'organisme est tout à fait capable de le tolérer à partir du moment où c'est de temps en temps, que c'est pas régulier. C'est l'excès qui fait le poison. Donc voilà, pour moi, c'est une fausse bonne idée.
Karine nous demande où trouver des actions, des idées d'action. Je suis IDE Azalée et je dois intervenir dans une classe de CM2. Donc, ce que je vous propose, Karine, c'est de nous envoyer un mail. Et comme Mathilde l'a précisé, elle est même intervenue l'année dernière et l'année précédente dans un établissement avec une institutrice très impliquée qui a un projet sur le sucre depuis 10 ans maintenant. Donc, nous pourrons partager ces éléments avec vous avec plaisir. Et le truc le Maintenant, plus simple, par exemple, c'est de mettre 4-5 aliments et de demander à des gamins de mettre l'équivalent en nombre de morceaux de sucre. Entre une boîte de curly, des coca, yaourt sucré, etc. Et de discuter avec eux, c'est quoi en équivalent morceaux de sucre. Et quand on laisse le choix des enfants de faire le choix, c'est 2 morceaux, 5 morceaux, la parole naît, et ça, c'est hyper intéressant. Chez les enfants Merci. de Même 10-12 chez les ans, adultes. le décryptage d'étiquettes marche très bien aussi. Tout à fait. Et aller démonter, voir entre le décryptage d'étiquettes et le discours marketing, quand vous avez un produit plein d'énergie, c'est super, c'est plein d'énergie, et on regarde sur l'étiquette, et ça veut dire plein de sucre. Voilà. Et les enfants adorent découvrir, enfin être plus malins que ceux qui veulent être plus malins qu'eux. Et ils ramènent ces bonnes idées chez eux. Il ne faut pas oublier que les parents, enfin ma génération, on n'a jamais été spécialement formés sur l'alimentation. Donc agir sur les enfants, c'est doublement gagnant parce qu'ils vont ramener ces idées-là au sein même de leur foyer pour échanger avec leurs frères et sœurs et leurs parents. Excusez-moi, bonsoir. Si je peux me permettre en idée auprès des enfants, moi je suis Stéphanie, je suis IPA en gastro au CHD à La Roche-sur-Yon. Et du coup, avec Hélène, qui est aussi sur ce live, le week-end dernier, on a été à une randonnée où on avait un stand. Et ce qui a bien plu sur notre stand, c'est qu'en fait, on avait mis dans des petites verrines l'équivalent en bonbons. Il y avait 7 variétés de bonbons et on est parti de l'équivalent de 2 petites barres de Kinder. Et en fait, les gens devaient placer entre les barres de Kinder, les bonbons créma, les M&M's, les fraises Tagada, les Skittles, les 45 et il y en avait un autre, et les Smarties, ils devaient les classer du moins sucré au plus sucré. Alors là, ça a bien plu, c'est hyper étonnant. Et ce qu'on avait fait aussi qui a plu, c'était la lecture des étiquettes à partir des paquets de chips, entre les aromatisés et les natures et les chips aux légumes, pour en fait faire comprendre que il faut regarder, comme le disait Mathilde tout à l'heure, la liste des ingrédients et les glucides, mais on regarde la liste des ingrédients et après on choisit voilà, en tenant compte. Voilà pour ce que je pouvais, enfin, moi, ce qui a bien plu dimanche dernier. merci beaucoup, Stéphanie. Et merci encore pour toutes vos belles actions. Merci. Des photos, on veut des photos. Et n'hésitez pas à partager les actions que vous avez justement pour donner des idées aux autres. Et je vous rappelle, et là je remets ma casquette de président, que on rêve, hein, on a le droit de rêver et c'est le but du défi, mais c'est que nos étiquettes, la loi dit aujourd'hui que les étiquettes, elles doivent faire figurer les éléments du plus important au moins important. Or, si on vous met du sucre en premier, ben, vous n'allez peut-être pas acheter le produit. Donc, il y a des stratégies marketing qui consistent à éclater la quantité de sucre en 5 sucres différents pour qu'ils apparaissent beaucoup plus loin sur l'étiquette et que vous ne soyez pas vigilant. Et donc, ben, nous, on rêve, je sais que c'est quelque chose qu'on a déjà discuté avec Thomas, on rêverait à un moment que les étiquettes en France mettent un taux de sucre global et qu'on arrête de nous prendre pour voilà, je sais pas quoi, mais qu'on arrête de se moquer de nous en diluant comme ça les sucres, mais qu'on nous donne un taux de sucre global et que ce soit en gros sur l'étiquette et qu'on puisse savoir. Donc ça, vous voyez, à partir de vos expériences du défi de Joint sans sucre, on en arrive, nous, en tant qu'association, à faire du lobbying en disant qu'est-ce qu'on pourrait exiger et modifier au niveau national. Ça arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, peu importe. Je peux vous dire que l'année dernière, on a pu en causer à 2 députés et qu'il y a 2 députés qui ont entendu notre discours. C'est une goutte d'eau. Ça n'empêche qu'on peut faire une plainte. Et je vous rappelle quand même aussi, et c'est quand même une fierté, que cette année, même si c'est pas joint sans sucre, pour les atteintes hépatiques, et la mâche en particulier, on a obtenu de refaire les premiers états généraux de la mâche qui auront lieu au mois d'octobre dans les locaux du ministère de la Santé, avec, on espère, la présence du ministre. Mais vous voyez que tout ce qui va pouvoir se dire là, on essaye, nous aussi, de le récupérer pour le faire remonter.
Merci Pascal, merci Mathilde, merci Thomas, merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce webinaire de lancement du défi ce 2 juin 2026. Est-ce que Pascal, Mathilde, Thomas, un mot de la fin, sachant que l'aventure commence, que les échanges sont nombreux sur les réseaux sociaux, sur Kipling, par mail, n'hésitez absolument pas. Bravo pour ces premiers états généraux et merci pour ce live. Merci encore Stéphanie. Je sais pas si l'équipe veut dire quelque chose. Moi, j'avais Mathilde, Thomas. Vas-y, Tom, vas-y, Pascal, on te laisse le mot de la fin. Alors, en mot de la fin, ce que j'avais prévu, moi, c'était de dire on s'interdit rien et on doit interdire le mot interdire. Le mois de juin sans sucre à ajouter, c'est un défi. La définition du défi, c'est commencer de faire quelque chose qu'on croit impossible. C'est une définition du pied Larousse. Et je trouve ça assez génial. Donc, je crois que c'est impossible et Thomas nous l'a rapporté à travers les. Je pensais que c'était impossible et j'ai réussi à modifier mon comportement, mes rapports au sucre. Donc, se lancer dans le défi. Le défi Kipling, ça va pouvoir être l'avantage de faire des équipes pour se mobiliser aussi physiquement. Et ça, on s'est dit, il n'y a pas que modifier le comportement alimentaire, il y a modifier mon comportement d'activité physique. C'est hyper important. Donc la semaine prochaine, le défi Kipling, continuer de monter des équipes avec des gens partout en France. Hein. On peut être 4 dans une équipe et pas habiter du tout au même endroit. C'est ça qui est génial. Donc ça peut être aussi un moment d'échange familial à travers des familles qui sont éclatées aux 4 coins de la France. Et puis surtout, ce que j'ai envie de dire, le plus important pour nous, et c'est ce qui est ressorti des 3 premières années, c'est conscientiser votre consommation de sucre. C'est je vais consommer du sucre, mais j'en suis conscient, je sais ce que je fais, et je laisse pas la liberté à des industriels de me faire manger du sucre sans que j'en ai conscience. Je prends pleinement conscience et comme le disait Mathilde, si à un moment je décide de manger des bonbons, eh ben je décide de manger des bonbons, mais j'en ai pleinement conscience et je me dis pas mince, ma santé va pas bien parce que on fait des trucs dans mon dos, on me prend pour un mouton de Parnure en me faisant manger du sucre sans que je le sache. Donc c'est pas de se faire des interdits, c'est de conscientiser votre consommation de sucre, vous lancer un défi et voir si vous êtes capable d'y arriver, mais peu importe le défi, chacun le fait à sa hauteur, à son défi, à sa volonté. Il est évolutif au cours du temps et il partage. Et partagez-le avec nous parce que ça nous intéresse. Merci à tous pour cette soirée, enfin cette heure passée ensemble. Et bon courage pour votre défi, bon courage pour le mois de juin à venir. Bon défi à tous! Merci encore.